bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture. Et on commence tout de suite. J'avais déjà eu un point lecture qui était sponsorisé par Kobo by Fnac. Alors il s'agit d'un abonnement mensuel d'e-book à 9,99€ par mois où vous pouvez avoir accès à un catalogue, accrochez-vous, de plus de 500 000 références dont 50 000 titres en français. Donc pour ceux aussi qui lisent dans d'autres langues, il y a le choix. Cet été ils font une offre spéciale à partir du 22 juin jusqu'au 31 juillet. Il y a 30 jours d'essai gratuit au lieu de 14 jours, donc ça vous permet de pouvoir vraiment tester cet abonnement, de pouvoir vous faire votre propre avis sur cette application. Petit rappel, c'est 30 jours d'essai sans engagement, donc vous êtes assez tranquille là-dessus. Et j'avoue que c'est l'un des points que j'aime bien parce que ça permet d'être plutôt rassuré vis-à-vis de ça, on est d'accord. Vous retrouverez du young adulte, de la romance, du feel good, du thriller, du fantasy, de la SF, enfin bref, il y a plus de 500 000 références donc on peut largement trouver de quoi lire. Et puis je pense que ça peut en intéresser certains, il y a un concours Instagram en ce moment, en rapport avec le partenaire du jour. Je vous laisse aller checker tout ça. Et alors du coup pour cette vidéo, j'ai lu Dance of Thieves de Mary E. Pearson. J'ai essayé de mettre un accent mais je pense que c'est pas comme ça qu'on dit. Et les gars je suis désolée mais il faut que je recoupe ça mais alors j'ai pas eu le temps. Donc là ça me fait un rideau, je ne vois plus rien. Dans cette histoire nous démarrons avec Cassie qui est une enfant qui a grandi dans la rue et la reine Venda l'a prise sous son aile. Par la suite elle va devenir soldat d'élite, rien que ça. Elle va donc faire plusieurs missions dont une où elle va devoir retrouver l'assassin du frère de sa protectrice, donc de la reine. Manque de bol, elle va se faire emprisonner et par la plus grande des coïncidences elle va se faire donc emprisonnée mais surtout comment dire enchaînée, concrètement c'est ça, avec l'héritier d'une lignée légendaire, enfin historiquement légendaire, ouh je suis compliqué là. Il est l'héritier d'une grande lignée, d'une famille de bandits, de hors-la-loi. Ils vont réussir à s'enfuir, ils vont traverser un désert, ils vont devoir surtout affronter ce désert puis les gens qui sont derrière eux. Donc ils vont devoir être forcés de faire connaissance même s'ils ont pas beaucoup de points communs. Ils ont tous les deux des buts différents, ils ont tous les deux eu une éducation différente et une fois qu'ils vont se retrouver en ville, ils vont devoir reprendre leur rôle, enfin leur place dans la société. Il y a tout un complot politique en fait derrière ça, il y a forcément des questions aussi de gouvernement, qui a le droit à quel territoire, qui est plus légitime que ça, etc. Forcément leurs chemins vont se recroiser, vous vous doutez bien. Et voilà, donc ils vont... je peux pas dire plus. Alors je dois dire que j'appréhendais pas mal ce roman parce que j'avais un peu peur de retrouver un mélange avec Rebelle du désert ou bien encore The Winehouse de Mary Rutkowski. Vraiment j'avais peur de retomber sur quelque chose que j'avais déjà lu, un petit peu remouliné, etc. Alors non, ce n'a pas été le cas si ça peut en rassurer certains. Il m'a fallu quand même quelques chapitres pour me remettre dedans, je trouve que le début était difficile au démarrage. Mais en fait une fois que les bases sont mises, je trouve qu'on démarre plutôt bien avec Cassie, on arrive bien à suivre ce qui se passe. Et les enchaînements et les complots, et enfin toute les espèces de trahisons et de subterfuges qui se mettent en place, ça va assez vite en fin de compte. Et ce que j'ai bien aimé en fait, c'est qu'on a quand même pas mal de descriptions psychologiques et je trouve que quand on est dans un livre qui tourne pas mal autour des complots, du gouvernement, des trahisons, etc., je trouve que c'est assez important pour pouvoir bien comprendre en fait la position des personnages. Et en tout cas ça a été le cas pour ce premier tome. J'espère que pour le deuxième tome on va rester dans ça et que ça va pas être trop lent, trop monotone. J'appréhende un petit peu le deuxième tome, mais je dois dire que c'était quand même une belle découverte et je suis contente d'avoir réussi à surpasser un petit peu les a priori que j'avais pour ce roman. Enfin voilà pour l'avis de ce roman, je vous laisse aller checker du coup le concours et toutes les informations concernant l'abonnement d'e-book. Et puis maintenant on passe au livre suivant. On reste un petit peu avec de la royauté, du gouvernement et des complots. J'ai lu récemment La Reine des Ombres de Tricia Levenseller aux éditions Stardust. C'est les éditions Hugo qui ont sorti la collection Stardust et en gros c'est du YA mais un peu fantasy quoi. Et je dois dire que c'est grâce à la com qu'ils ont fait que j'ai acheté ce roman. Il y a eu une belle hype aussi autour de lui, enfin bref. Avant de vous donner mon avis, genre on va faire le résumé évidemment. Le roi des ombres a été couronné tout récemment et il cherche une belle promise. Il y a pas mal de rumeurs autour de ce roi, donc il pourrait contrôler les ombres. Alors au début il me semble que c'est un peu décrit comme des forces maléfiques. En tout cas c'est décrit vraiment comme les ténèbres, bon force maléfique, j'étais pas très loin. Alessandra est une jeune femme qui a un seul but et elle compte bien l'obtenir. Elle va se rendre donc à la cour de ce roi. En fait il y a une espèce de bal et son objectif à elle c'est de conquérir le trône. Leurs chemins vont se croiser hein.
pendant ce bal. Ah oui, et il y a pas mal d'attaques qui tournent autour de ce roi, enfin pas mal de gens qui essayent de le tuer, hein, tout simplement. Et il y a aussi toute une histoire par rapport à la famille et la mort des parents, notamment du roi des ombres. Alessandra va se retrouver en fait un petit peu au milieu de tout ça. Quand je dis tout ça, je parle des attaques qu'il y a envers le roi. Et elle va devoir être missionnée pour le défendre. Voilà un petit peu le speech de base. On m'a vendu ce livre comme quoi la protagoniste était ultra badass. Je peux pas dire que c'est faux, mais je peux pas dire que c'est la nana la plus badass que j'ai pu rencontrer en littérature. En tout cas, c'est vraiment une anti-héroïne parce qu'elle est vraiment présentée au début comme arriviste, très manipulatrice, puis elle a une morale bien à elle, mais elle a un côté très espiègle et qui donne un côté attachant au personnage. T'as pas juste envie de la détester. Callias, quant à lui, je trouve que, hormis le fait que donc ce soit le roi des ombres, un peu le côté badass, brun ténébreux, etc., je trouve qu'il a un côté très nounours. Et je trouve que finalement les deux se ressemblent quand même pas mal. J'ai bien aimé le côté des ombres qui peut manipuler, etc., les ténèbres que ça renferme, mais je pensais sincèrement que ça aurait été plus développé. Pour être tout à fait transparente avec vous, j'aurais aimé que le livre soit plus long et que du coup ce côté magique et mystique soit davantage développé. Je trouve que de ce côté-là, ça a manqué un petit peu. La romance est présente, ça c'est clair et net. En soi, elle ne m'a pas plus dérangée que ça et j'aimais beaucoup le fait qu'il y avait je trouvais qu'il y avait des côtés un petit peu enfin le personnage plutôt de Alessandra est assez rigolote des fois parce qu'elle est tellement spontanée et des fois elle est tellement mais à côté de la plaque où vraiment elle est très centrée sur elle-même, hein, concrètement. Ça donne des moments assez rigolos, mais du coup je trouvais que ça pouvait du coup désavantager, c'est pas vraiment le bon terme là que je suis en train de dire, mais en tout cas c'était en la défaveur du développement de ce côté-là des ombres et je peux pas dire tout ce que ça engendre parce que là je vais spoiler, mais en tout cas enfin voilà, de ce côté-là je trouvais que du coup ça manquait de développement et en fait c'était pas du tout assez poussé. Je sais pas si ça aurait mérité un tome 2, je sais pas si c'est prévu, je pense pas vu comment ça se finit, mais je crois qu'il aurait mérité d'être un peu plus travaillé sur ce point-là. Alors ça se lit vite, il y a quand même pas mal de dialogues, je trouve que niveau enchaînement c'est plutôt assez cohérent, mais alors ouais, ce côté-là, le côté en fait un petit peu magique de la chose des ténèbres, oula, niveau explication, hein, faudra repasser, mais c'était vraiment léger à mon goût. Nous passons maintenant à une autre lecture et ça a été une très très belle découverte. Il s'agit du Syndrome du spaghetti de Marie Verey, ça a été publié aux éditions Pocket Jeunesse. Nous avons ici deux personnages, Léa qui a 17 ans et Tony qui a... Non, Léa a 16 ans et Anthony a 17 ans. Léa a un talent certain pour le basket et elle a été notamment très très bien coachée par son père. Elle a un rêve et une vie toute tracée, vraiment tout semble à peu près s'aligner pour elle. Et Anthony, lui, vient d'un quartier défavorisé. Il fait face au garde à vue de son frère, il fait face aussi à l'absence de son père, et tous les deux se sont croisés une seule fois. Ils n'auraient pas dû se croiser à ce moment-là, but ils se sont croisés quand même. Et alors que le monde de Léa vraiment s'écroule et que sa vie toute tracée part vraiment en fumée, Anthony va pouvoir l'aider et pour moi, il va lui apporter une toute autre vision de la vie. Alors la première chose que j'ai envie de dire sur ce livre, je sais pas pourquoi, mais quand je me suis lancée dans cette lecture, je me suis dit « c'est good vibes !» Non Emma c'est faux. Vraiment ce livre peut être lu à tout âge. J'ai conscience que c'est du jeune adulte, mais alors vraiment les gars, quand je vous dis que le jeune adulte c'est pour tout le monde, mais alors celui-ci encore plus. Et aussi allez bien jusqu'au bout du livre, jusqu'au bout des pages et non de l'histoire, jusqu'au... Là, vraiment, la dernière ligne du livre. Vous allez jusqu'au bout, s'il vous plaît. On lit les remerciements, c'est important. Surtout là. C'est dynamique, c'est solaire et à la fois c'est crève-cœur. Vraiment, la crève-cœur, là. Y a pas d'autre expression possible. Ça s'enchaîne bien. On parle notamment d'un sujet dans ce livre, je sais pas si je peux le dire parce que j'ai peur que ça spoil. Mais en tout cas, le sujet de ce roman, je n'avais aucune information dessus, je ne connaissais pas. Et je trouve que ça a été bien amené. J'ai ensuite fait quelques recherches pour en apprendre davantage parce que j'ai été curieuse d'en savoir plus. Et je trouve que pour un roman qui doit être accessible du coup à nos ados, je trouve que vraiment pour le coup ça a été hyper bien fait, ça a été bien réfléchi et encore une fois c'est même accessible pour plus âgés quoi. Enfin t'es pas obligé d'avoir 14 ans pour lire le bouquin. Les personnages sont vraiment magnifiques tous, que ce soit les amis qu'il y a autour de Léa, que ce soit Anthony, que ce soit vraiment... Enfin tout ce qui gravite autour d'eux.
Les personnages sont super bien travaillés et très attachants. J'ai bien aimé le fait qu'ils ne soient pas clichés. C'est aussi pour moi un roman sur la résilience et le fait de devoir avorter certains projets et comment on peut apprendre en fait de quelque chose qu'on ne peut pas accomplir, comment rebondir, comment trouver autre chose, comment garder l'espoir, comment garder une certaine motivation et un objectif de vie, et puis surtout la puissance des liens, que ce soit familiaux, amicaux, enfin bref, tous les liens qu'il y a entre les personnages, j'ai adoré, je crois que c'est l'un des points que j'ai préféré. Et c'est drôle parce que c'est quand même un livre assez fort en émotion et en même temps j'ai trouvé qu'il était assez lumineux. Il y avait un côté aussi amusant et à la fois bouleversant, c'était vraiment un mélange de tout ça mais c'était exceptionnel. C'est un réel coup de cœur et j'ai hâte de lire d'autres romans de Marie Varey. J'en ai un autre dans ma pile à lire et voilà, franchement c'est l'un des livres que je crois que j'ai préféré de ce point lecture. Ah non, quoique il y en a un autre aussi que j'ai bien aimé. C'est pas celui-là que je vais vous présenter mais j'ai lu Vox de Christina Dalcher aux éditions, c'est Nil Éditions je crois, ouais. Ce livre vraiment m'a sorti de ma zone de confort et j'étais très curieuse de pouvoir lire ce roman. Il m'a à la fois perturbée et en même temps j'ai bien aimé la réflexion qu'il y avait derrière. Nous avons aussi Jen McClellan qui est docteur en neurosciences et elle a passé une grande partie de sa vie dans un laboratoire. Aujourd'hui pour elle il est impossible de pouvoir s'exprimer comme on peut le faire enfin comme moi je peux le faire maintenant. Toutes les femmes sont forcées à un nombre de mots limité qui s'élève à 100. Il y a un nouveau gouvernement qui en fait a mis ça en place. Concrètement c'est pour abattre la femme moderne. Et au bout d'un moment il va y avoir une chance qui va s'offrir à elle de pouvoir s'affranchir. Elle va devoir être appelée quelque part un petit peu à la rescousse pour trouver une solution. C'est un roman dystopique glaçant qui m'a vraiment fait peur et perturbée. Et qui pour moi donne toute son importance en fait à la liberté d'expression et à la force des mots. Ça faisait un moment que je ziotais ce livre et le thème m'interpellait énormément. J'ai vraiment pas été déçue. Et ça m'a vraiment brisé le cœur de voir des êtres humains, des femmes complètement bridées, sans voix, sans liberté, sans possibilité de s'affranchir. Et en fait je trouve que le fait que ce soit un roman dystopique, ça a donné toute une autre dimension au sujet qui pour moi a su mettre en valeur davantage le sujet qui est revendiqué dans ce livre. La protagoniste, j'avoue que c'est pas celle que je préfère parmi tous les romans que j'ai pu lire, mais le contexte de l'histoire et le message derrière est tellement important que vraiment c'est presque futile. Et outre le fait que ce soit un roman féministe, je trouve qu'il a su très bien porter le fait que l'avidité du pouvoir peut mener à des choses folle, extrêmement folle. Voilà pour ce roman, il m'a vraiment sorti de ce que je pouvais lire habituellement, mais je suis très heureuse de l'avoir lu, je l'ai trouvé super intéressant et je vous invite à le lire. Eh, je vends bien les livres ou pas? Pas sûr. J'ai relu dernièrement My Dear Fucking Prince de Casey McKeeston, aux éditions Lumen, et je me suis rendu compte que je vous l'avais pas encore présenté en point lecture. Enfin je crois, c'est possible que je fasse doublon, mais ça a été une relecture donc c'est pas grave, ça compte quand même. Alex Claremont Diaz est le fils de la présidente des États-Unis, donc c'est pas le contexte actuel des choses, mais il faut imaginer que ça se passe après nous. Enfin, un peu après. Alex est un jeune homme drôle, assez séduisant, très charmeur, mais il y a un truc qui hic pour la Maison Blanche avec ce garçon, c'est qu'il est l'ennemi numéro 1 du prince Harry. C'est pas Harry, c'est Henry, lapsus. Henry est donc l'héritier de la couronne royale d'Angleterre, et tous les deux, la relation est compliquée. Au bout d'un moment, il va y avoir un petit cafouillage qui va être relayé dans les médias et du coup il va falloir pallier à ça et montrer une meilleure image. Ils vont donc devoir jouer des caméras, des projecteurs, etc. et faire croire en fait à une relation amicale parfaite. Mais est-ce que on pourrait pas imaginer que cette relation amicale soit vraie et même aille plus loin? Bon, alors du coup, on a compris ici, on va avoir une romance, hein. Je crois qu'il n'y a pas de spoiler, c'est vraiment assez clair dans le résumé. Le premier point que j'ai aimé, en fait, c'était toute la richesse concernant la politique et l'histoire qu'il y a dans ce livre. En fait, le fait qu'on soit plongé dans la campagne présidentielle, je sais pas, c'était un tout autre univers que j'étais en train de découvrir et que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage d'Henry qui est assez aux antipodes en fait de ce que je peux attendre d'un personnage, moi j'attends personnellement d'un personnage d'un roman. Alex lui est un personnage beaucoup plus passionné, ce que je préfère en fait avoir dans les romans, et je trouve que le mix des deux apportait un certain équilibre et apportait certains rebondissements à l'histoire dû à leur caractère. Je sais pas si c'est très explicite ce que je suis en train de raconter. Donc oui, on se doute assez rapidement de la fin de l'histoire, mais en fait ce qui est assez bien c'était le développement des personnages, parce qu'au début
on nous les présente par rapport à leur classe sociale comme des personnages parfaits. Puis petit à petit, on se rend compte de leurs imperfections et aussi de leurs imperfections ensemble, et quand ils sont pas ensemble. Ils sont soumis à des pressions sociétales énormes et toute l'anxiété que cela engendre, je trouve que ça a été bien traité et j'ai énormément aimé le relire, ça m'a vraiment fait un bien fou, c'était limite un livre réconfort pour moi, parfait pour le challenge du young adulte j'ai envie de dire. Et ce livre va aussi sortir adapté en film, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Bon, le casting, je sais pas trop ce que j'en pense pour l'instant, mais en tout cas c'est un livre que j'ai énormément aimé. Si vous avez aimé Heartstopper, je vous le recommande vraiment. Ensuite, gros coup de cœur de ce point lecture, j'ai lu Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là ici on se base sur l'histoire en fait de Cornelius Snow, donc ça se passe avant la trilogie Hunger Games qu'on connaît. Et à ce moment-là c'est la 10e édition du jeu Hunger Games et on commence il me semble au moment de la moisson en fait, quand ils vont choisir les candidats pour les jeux, enfin qui vont tirer au sort plutôt. On va rencontrer du coup les personnages qui vont être tirés au sort et aussi parce que c'est au moment où le système des mentors se met en place, dont Cornelius Snow fait partie. On découvre toute la personnalité de Snow, on découvre aussi d'où il vient, on découvre le contexte politique de l'après-guerre, les tensions sociales qui se mettent en place. Et vraiment il y avait un côté ultra bestial chez chacun des personnages. Certains personnages qui étaient déshumanisés, en fait c'était tellement intriguant mais tellement intéressant à la fois. Je sais même pas, et je pense qu'à l'heure actuelle, je pense que j'ai presque préféré à la trilogie Hunger Games parce que en fait d'être du côté de Cornelius Snow et de comprendre toute la psychologie du personnage et de vraiment ce contexte après-guerre, c'était tellement intéressant, vraiment j'ai été complètement prise par le livre. J'ai très envie de vous le relire là, à l'heure où je vous parle, je l'ai terminé il y a quelques jours. Ça me démange énormément de le relire. Je dis Cornelius et c'est Coriolanus, j'ai du mal à le dire, on va l'appeler Snow. Snow va être du coup le mentor d'une jeune femme qui sort du district 12, le fameux district. Pour lui c'est la plus misérable candidate, vraiment il y a la honte pour lui, c'est horrible d'avoir quelqu'un qui le représente comme ça. Super, la personne va dans un jeu mortel et toi tu as honte. Quel est ton problème jeune homme? Et en fait pour lui ces jeux ont une importance capitale pour sa place dans la société, pour soit son ascension dans la société, soit un échec total qui lui conduira peut-être à la ruine. Parce qu'en fait à ce moment-là, la famille de Snow est comme, sans spoiler, un peu pointée du doigt, elle n'a plus toute la grandeur qu'elle avait autrefois. Ce livre va aussi être adapté, mais j'en attends énormément et je sais pas s'il y a une suite de prévue. Alors attendez, je vais peut-être vous faire mon avis. Mais je suis en train de le faire, je suis perdue. J'ai tellement aimé ce livre, je sais pas par où commencer. C'était beaucoup plus structuré le livre précédent et pour le livre que j'adore, j'arrive pas à le structurer. Je trouve qu'il se lit assez rapidement et comme pour la trilogie Hunger Games, je trouve qu'il y a le même dynamisme. Alors je saurais pas concrètement vous l'expliquer précisément, mais je trouve qu'on alterne très bien les points de vue psychologiques de Snow, les potentiels points de vue des autres, sans pour autant être assez proche, enfin aussi proche plutôt que du personnage Snow. Et puis il y a une liaison pour moi qui est parfaitement faite avec la trilogie, il y a plein de choses qui sont expliquées et en même temps quand on arrive à la fin on se dit mais attends, comment ça se passe là le dérapage là En fait pour moi il n'y a pas toutes les réponses aux questions mais ce qui donne un côté encore plus mystérieux au roman et qui te donne envie de le relire pour en fait essayer de déchiffrer et de faire tes propres théories concernant, je sais pas, d'où vient le père de la candidate que Snow a, qui s'appelle Lucy Gray pour info, et enfin, bref, ça m'a donné envie de faire plein de théories, j'ai encore envie de plus creuser sur ce roman et de le relire, et vraiment je suis fascinée et obnubilée, c'est ma nouvelle passion. Mais voilà, en tout cas si vous avez hésité à le lire, n'hésitez pas parce que franchement je le trouve presque meilleur par rapport à la trilogie. Je sais qu'il y a pas mal de trilogies qui ont super bien marché, comme je sais pas le labyrinthe, et il y a eu du coup ce qui se passe après, l'histoire d'un autre personnage, etc. etc. Mais alors là, c'est, je sais pas comment vous dire, c'était plus que complémentaire à l'histoire de base.
Enfin voilà, je vais m'arrêter là sur mon avis parce que je vais tourner en rond. Et ensuite, le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Concrète Rose d'Angie Thomas aux éditions Nathan. Donc il s'agit de l'histoire du père de Star dans The Hate You Give. J'avais énormément envie de le lire depuis qu'il est sorti. Sa chose faite, j'ai du mal à articuler en cette fin de vidéo. Donc là, on est dans les années 1998, mon année de naissance. Et donc Maverick sèche le lycée et il a déjà un petit peu sa place dans les gangs. Il marche déjà sur les traces de son père. Il y a un petit truc qui va tomber sur sa tête. Il apprend qu'il va être père. Et quand il va apprendre ça, il veut devenir un homme bien, un bon père. Et beaucoup de choses vont changer. Et en même temps, en fait, il y a certains codes et il a commencé à faire certaines choses qui sont difficiles de se détacher ou de créer une rupture avec ça. C'était très intéressant de connaître en fait comment Star est arrivé, dans quel contexte son père l'a éduqué, etc. C'est pas un aussi gros coup de cœur de The Hate You Give, mais je dois dire que j'ai beaucoup aimé comment ça a été écrit, les tournures de phrases et les expressions utilisées qui, je trouve, pour moi, donner encore plus de valeur à l'histoire, au roman et au contexte et aux valeurs, ça fait beaucoup de choses là. Et pour moi en fait je trouve que ce roman était important pour pouvoir bien comprendre en fait ce personnage là qui est donc évoqué et exprimé dans The Hate You Give, mais c'est pas le centre de l'histoire. Et en fait, ça rappelle certaines choses qui sont pour moi importantes. Et je trouve que le développement de ce personnage était vraiment assez beau. En vrai, j'ai pas grand chose à dire sur ce livre, hormis qu'il est assez fluide et que vraiment la manière dont il est écrit est vraiment bien. Mais pour moi, en fait, c'est comme une espèce de gros chapitre, sacré gros chapitre quand même, bonus à The Hate You Give, qui est pas forcément obligatoire à The Hate You Give, mais si vous avez aimé The Hate You Give, je pense que vous ne pouvez que apprécier Concrète Rose. Ouh, j'ai réussi là, c'était du rapide celui-ci. Voilà, j'en ai terminé avec ce point lecture, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que j'ai pu vous intéresser avec certains des livres. N'hésitez pas à aller voir du coup le concours Instagram et le lien que je vous ai mis par rapport à Kobo plus by Fnac. Encore merci à eux d'avoir été les partenaires de cette vidéo, je suis très contente de pouvoir collaborer pour la deuxième fois avec eux. Outre le fait que c'était un partenariat, je trouve que le système de cet abonnement mensuel d'e-book est vraiment assez pratique quand on est un gros lecteur comme moi. Lectrice, parce que je suis une dame, une demoiselle. N'oubliez pas d'aller checker le concours si ça vous intéresse et sur ce c'est la fin de cette vidéo, je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!